Est-ce que connaissez-vous La Fontaine? Mais oui, c'est clair. Tous les Français, peut-être même tous les francophones, connaissent le grand Jean de La Fontaine, l'auteur de fables intemporelles comme La cigale et la fourmi, Le rat des villes et le rat des champs, Le loup et l'agneau, Le lièvre et la tortue, Le corbeau et le renard. Bon, on va pas toutes les faire, vous avez compris l'idée. C'est de lui qu'on va parler aujourd'hui, mais sous un angle un peu particulier que vous imaginez peut-être après avoir lu le titre de la vidéo. Générique. Alors là, Non, parce qu'il y a quelqu'un qui anecdote géniale. Anecdote Non, juste voilà, géniale. côté 31, voilà. Pardon, je veux pas la survendre, mais anecdote géniale. Les écrivains sont de drôles de zig. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous donner quelques infos, quelques anecdotes sur le fabuliste le plus connu du monde. Premier fun fact, l'immense majorité de ces fables, écrites à l'origine pour le dauphin du royaume, ne sont pas de son invention. Ces petites histoires mettant en scène des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire aux caractéristiques bien humaines, existent pour la plupart depuis l'Antiquité. En fait, La Fontaine n'a fait que réécrire les fables d'Ésope, de Phèdre, et même de traditions orientales notamment indiennes. Mais attention, on est très loin d'un premier cas méritant d'être épinglé par copie comique. À son époque, tout le monde le savait. Pire, lui-même l'avoue à plusieurs reprises dans son œuvre en faisant explicitement référence à ses prédécesseurs antiques. La Fontaine n'est donc pas connu pour l'invention de ses histoires, mais pour le génie qui lui est propre quand il s'agit de les raconter. Ce n'est pas le fond qui a fait sa gloire, mais la forme. Et c'est encore plus bizarre quand on sait qu'il est un auteur de l'époque classique. Petit moyen mnémotechnique pour retenir les auteurs de l'époque classique, c'est cadeau. Une corneille perchée sur une racine de la Bruyère, Boileau, de La Fontaine, Molière. La Rochefoucauld. Oh, ça c'est beau. Bon, j'en étais où? Ah oui, à l'époque classique. Eh bien justement, pendant la période classique, on préconise et met en valeur la régularité, la symétrie, l'ordre, la mesure et la forme des fables de La Fontaine ne collent pas du tout avec cet idéal. Ces vers sont hétérométriques, ce qui signifie qu'ils sont de différentes longueurs. D'autre part, le schéma des rimes peut varier grandement tout au long de ses textes. Bref, on a l'impression que l'auteur prend des libertés avec la métrique, et c'est le cas, aucun doute. Dans le contexte qui était le sien, c'est du coup assez fou qu'il ait réussi à avoir du succès avec ses réécritures de fables. Ça pose son homme. Mais la vraie question qu'on est en droit de se poser est pourquoi il a fait ça? Il y a plusieurs raisons, rythmiques notamment, qui justifient ces écarts dans la plupart de ses fables. Mais parfois, la raison principale est visuelle. Autrement dit, le fabuliste joue avec la longueur des vers pour représenter des formes qui illustrent son propos. On ne peut pas vraiment dire que La Fontaine dessinait dans ses textes, mais il y a un peu de ça, et je vais vous le prouver. Mais ce sera plus clair avec des exemples, alors on va en analyser quelques-uns que j'ai trouvés en relisant les fables, mais il y en a plein d'autres, alors n'hésitez pas à en proposer dans les commentaires. C'est pas la plus évidente ni la plus connue des fables de La Fontaine. Alors on commence tranquille. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes convaincu. Si c'est pas le cas, patience, les prochaines sont plus évidentes. C'est l'histoire d'une grenouille qui invite un rat à dîner. Le rongeur ne sachant pas nager, elle l'attache, la grenouille, elle l'attache à sa patte et plonge dans l'eau. Mais en fait, c'était un piège. La grenouille voulait bouffer le rat. Je mange avec toi attablé un rat. Le rat se débat dans l'eau. Lorsqu'un milan, c'est un rapace, le voit se débattre et l'attrape et l'emporte. On a donc un milan qui tient un rat auquel pend une grenouille, et l'oiseau s'en va pour les manger tous les deux. C'est la morale facile du piégeur piégé, mais ce qui est intéressant c'est que La Fontaine, lorsque le milan a la chance de découvrir la grenouille pendue à son fil, raccourcit ses vers, n'écrivant plus jusqu'à la fin que des heptasyllabes. Cela donne à la fin du texte une forme un peu étrange, comme s'il était suspendu au reste de la fable, comme les deux petits animaux au cerf du rapace. Cette fable est, elle aussi, loin d'être la plus célèbre, donc je vous la résume rapidement. C'est l'histoire d'un loup qui a mangé trop vite, et qui du coup se retrouve avec un os coincé en travers de la gorge. À la boulette. Voyant le prédateur sur le point de s'étouffer, une cigogne passant par là décide charitablement de glisser son long bec dans la gueule du loup. Excellent. Pour retirer le morceau coincé. Ceci fait, elle demande une récompense au loup qui lui répond que pour seul paiement, elle aura la vie sauve. Moralité, si vous croisez quelqu'un qui s'étouffe, laissez-le crever. Ah non, c'est pas ça. La vraie morale est la suivante. Les méchants ne savent pas dire merci. À bon entendeur pour ceux qui sont au service des méchants. C'est basique, mais ça marche.
Alors, où est donc la subtilité visuelle dans ce poème? Elle n'est pas toujours évidente selon les éditions, mais la plupart du temps, la fable est présentée ainsi. On remarque bien que les vers de la fable sont des octosyllabes, sauf 5 vers qui sont des alexandrins, et qui donc plus longs, dépassent de chaque côté. Ces alexandrins apparaissent pile au moment où La Fontaine évoque quelque chose coincé dans la gorge du loup. D'abord l'os. Un os lui demeura bien avant au gosier, de bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier. Puis une nouvelle fois l'os quand la cigogne va le chercher. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne, elle retira l'os, puis pour un si bon tour, et enfin, le coup de l'oiseau quand le loup dit « d'avoir de mon gosier retiré votre cou ». Ici, le texte entier représente le cou du loup, et les alexandrins dessinent ce qui s'y trouve coincé. C'est pas mal, mais c'est pas encore l'exemple le plus marquant. On monte petit à petit en puissance. Celle-là est marrante car ce n'est pas vraiment une représentation visuelle de l'histoire, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas facile à expliquer, alors bon, voilà le texte. Le lion est malade et demande à tous ses sujets de lui envoyer une délégation pour le visiter, pour prendre de ses nouvelles. Tous les animaux envoient des messagers, mais ils finissent tous comme ceux de Xerxès dans 300. Les renards sont les seuls à n'envoyer personne et ils expliquent pourquoi. Toutes les traces de pas, tous les animaux qui sont allés voir le lion, pointent vers sa tanière, donc tout le monde rentre, mais personne ne sort. Ils sont malins les renards. Une fois de plus, tout est écrit en octosyllabes, sauf 2 alexandrins, qui sont à peu près au milieu de la fable. Jusqu'à ces 2 alexandrins, le texte parle du voyage aller des animaux. On ne parle du retour impossible qu'après. Le texte représente donc d'une certaine manière le voyage des animaux jusqu'à la tanière, représentée par les alexandrins, qui est la fin du voyage pour tous. Pour tous, sauf pour les renards, qui s'expliquent à la fin du poème. Et voilà pourquoi la fin du poème est plus courte. Parce que eux n'ont pas fait le voyage jusqu'au bout. En gros, tous les animaux font un très long voyage jusqu'à la tanière du lion, où ils meurent, sauf les renards qui font un voyage beaucoup plus court. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils s'arrêtent avant d'y entrer. En relisant les fables, j'ai remarqué que souvent, La Fontaine glisse des vers très courts, comme ça, sans prévenir, dans ses fables, et que ça a toujours du sens. Ce sont ces cas-là que je trouve les plus ouf, et j'en ai relevé 4 qui me semblent particulièrement intéressants. Alors on est parti pour le premier dans Le renard à la queue coupée. Ça raconte l'histoire d'un renard qui a été pris dans un piège qui lui a coupé la queue. Mais il a survécu, mais il a plus de queue. Je répète le mot pour les 3 comiques du fond qui sont en mode il a dit que... Il va trouver ses amis renards qui tiennent conseil, un conseil de renard donc. Et notre ami propose que tous les renards, sans exception, se coupent la queue, argumentant que leur queue ne leur sert à rien. En fait, il avait juste envie de se sentir moins seul. Évidemment, le conseil refuse et tous se moquent de lui. La morale est qu'il faut se méfier des conseils donnés qui le sont souvent pour des intérêts personnels et non pour le bien commun. La fable se termine par 5 alexandrins, puis un octosyllabe, qui sort de nulle part. Le rythme de ce dernier vers surprend et choque à l'oreille comme un renard nous surprendrait s'il n'avait pas de queue. Le renard est appelé par le fabuliste le pauvre écourté, et de la même manière, la fin du texte, la queue du texte, est elle aussi écourtée. Autre exemple parlant, dans La montagne qui accouche. Tout le monde s'attend à ce qu'elle accouche de quelque chose d'énorme, d'incroyable, d'inouï, et en fait, elle accouche d'une souris. La Fontaine nous dit que certains auteurs sont comme cette montagne, ils promettent monts et merveilles, mais finalement, qu'en sort-il souvent? Du vent. Les derniers vers font heptasyllabe, octosyllabe, alexandrin. Alexandrin, il parle alors des promesses de l'auteur, qui en fait des caisses, donc les vers grossissent, gonflent. Puis, dernier vers, un tout petit 10 syllabes, 2 petites syllabes, 2 mots, pas de verbe, presque rien, bref, du vent. La vidéo commence à être un peu longue, alors je rentre pas dans les détails de celle-là qui est évidente et géniale. Dans cette fable, La Fontaine utilise le même outil que pour La montagne qui accouche. C'est l'histoire d'un homme qui veut se pendre parce qu'il est pauvre. Au moment de passer à l'acte, il trouve un trésor et l'emporte chez lui, et du coup renonce à son suicide. Celui qui avait caché le trésor, ne le retrouvant plus, se pend avec la corde du premier. Il y a dans cette fable un 10 syllabes perdu en plein milieu des autres vers. Ce 10 syllabes, c'est absent, qui qualifie le trésor disparu. Le trésor était caché dans un mur et n'y est plus.
De la même manière, il y a un trou dans le mur textuel, trou qui met en valeur le mot absent. Passons au dernier exemple, au plus évident, au plus brillant selon moi. Je l'avais trouvé en préparant des élèves de première à un oral blanc du bac. Je ne connaissais alors pas cette fable et ça m'a littéralement sauté aux yeux. La fable s'intitule « Les animaux malades de la peste » et elle est vraiment bien. Je vous la résume. Plusieurs animaux sont frappés par la peste, à tel point que le roi des animaux, le lion, doit prendre une mesure parce que... C'est moi le roi! Il explique à ses sujets que cette maladie qui les frappe est un châtiment envoyé par le ciel. Un peu comme dans le premier prêche du père Paneloux dans La peste de Camus, les vrais savent. Le roi décide donc que tous les animaux présents doivent confesser publiquement leurs péchés pour que le plus coupable soit mis à mort en sacrifice pour apaiser le courroux divin. Tous les prédateurs, le lion en premier, commencent à évoquer les crimes qu'ils ont commis en se justifiant du mieux qu'ils le peuvent. Puis vient le tour de l'âne, qui confesse avoir mangé un peu d'herbe d'un champ appartenant à des moines. Tous les autres l'accusent et le désignent pour le sacrifice. Morale de l'histoire, les puissants, s'ils en ont l'opportunité, manipulent les plus faibles. Morale cachée, l'âne est accusé non pas parce qu'il est honnête, mais parce qu'il est idiot. Il est incapable de se défendre habilement et se laisse condamner parce qu'il est incapable de lutter sur le terrain du verbe, de l'éloquence. Donc la morale cachée est lisez des livres et écoutez en cours. Le meilleur moyen de n'être pas manipulé est d'être au moins aussi cultivé et habile que votre ennemi. À méditer. Bref, où se trouve alors ici l'astuce visuelle ? Au vers 28, 29 et 30. Les vers 28 et 30 sont des alexandrins, et le 29, au milieu, un trisyllabe. C'est le lion qui parle à ce moment-là. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger, je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense, etc., etc. C'est le berger qui se retrouve tout seul coincé entre deux alexandrins comme s'il était dans la gueule du lion. Les alexandrins symbolisent les mâchoires du lion, et le berger symbolise le berger. L'arrivée du berger, justement, dans l'explication du lion, et l'annonce de sa mort, sont d'autant plus brutales qu'il y a un enjambement avant ce trisyllabe. C'est tout simplement... génial. Ce ne sont que quelques exemples, il y en a plein d'autres chez La Fontaine, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à m'en proposer d'autres dans les commentaires, histoire qu'on en profite tous. J'ai fait il y a peu une vidéo sur la versification pour expliquer simplement les mots de vocabulaire qu'on utilise quand on parle de poésie. Alors allez la voir si j'ai utilisé des termes qui vous semblent obscurs. J'avais d'ailleurs dit dans cette vidéo que la poésie française et occidentale en général n'avait pas de dimension visuelle d'un point de vue esthétique. Bon j'ai menti, non mais c'est vrai en général, je viens juste ici de vous présenter quelques contre-exemples qui me semblaient intéressants. Ce sont évidemment pas les seuls, plus tard au XXe siècle va se développer en France, grâce notamment à Apollinaire, les calligrammes, qui sont littéralement des dessins avec des mots. C'est très stylé et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, plus tard. Mais on peut dire sans trop se tromper que La Fontaine fait partie des tout premiers à jouer sur l'hétérométrie pour appuyer visuellement son propos. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve pour le prochain épisode de l'anecdote le mois prochain. On parlera encore de poésie mais surtout de déglingue, puisqu'on va s'intéresser aux méthodes utilisées par les surréalistes, et franchement, vous n'êtes pas prêts. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater du contenu de la chaîne. Ciao tout le monde!